Au sud de la Thaïlande, sur l'une des plus belles plages de l'île de Koh Samui, Sarah, une Française, est en plein travail. On installe le tapis de pétale, normalement c'est beaucoup plus facile quand il n'y a pas de vent, mais là aujourd'hui c'est un peu compliqué. Tu leur as fait signe d'essayer d'aller plus loin ou pas? Elle met la dernière main aux préparatifs d'une cérémonie qui aura lieu dans moins d'1 heure. S'il vous plaît, poussez-vous s'il vous plaît. Bah donc on a des jet skis qui se sont plaqués juste derrière le décor. Ce serait dommage d'avoir de l'eau bleue comme ça et un jet ski en fond sur les photos de mariage. Donc, Sarah, c'est peut-être la plus grande spécialiste de l'amour en Thaïlande. Depuis 3 ans, cette wedding planeuse, originaire de la région de l'île, travaille pour une clientèle essentiellement française. Et elle est débordée par le succès. Premier événement de la journée, une demande en mariage. Et voilà. Le bouquet est déposé, c'est une demande surprise. Donc il va réussir à entraîner sa future femme en plein milieu du décor. Il va ramasser le bouquet au sol et il va lui faire sa demande en mariage. Et là, normalement, elle devrait commencer à comprendre que tout est fait pour elle. Donc les larmes sont garanties même. Avant de s'installer sur cette île de rêve, la Française a travaillé pendant 7 ans dans la publicité à Bruxelles. Une autre vie qu'elle ne regrette pas. Des fois, on travaille dans des villas privées, des fois, on travaille sur des plages qu'on privatise, des fois, on travaille sur des bateaux. Donc, j'avoue que retourner dans un bureau fermé, ça serait plus possible maintenant. Pour surprendre la jeune femme, Sarah a tout organisé. Le couple doit arriver dans quelques minutes. Donc là, on est des clients. Le photographe est un peu plus loin, en embuscade. Ça y est, ça y est. Hello! Le couple arrive. Bonjour. Ils pensent se rendre à une fête en blanc organisée sur la plage. Ils ont fait le voyage avec leurs amis qui, eux, sont dans la confidence. Voilà, elle est en train de comprendre que c'est elle la star de l'événement. C'est le moment tant attendu. Guillaume, loin des oreilles indiscrètes, fait sa demande à sa belle. Nadège est ouvrière spécialisée. Guillaume, lui, travaille dans la maintenance. Ils ont 2 enfants et vivent ensemble depuis 15 ans à Rouen. La Thaïlande les faisait tous les deux rêver depuis longtemps. Moi, Nadège, accepte ta demande en mariage pour t'aimer, t'honorer, te respecter, te chérir. Enfin. Voilà. Adeline, la meilleure amie du fiancé, a fait 10 000 km pour participer à la fête. La petite demande de fiançailles, ça faisait 15 ans qu'elle en rêvait, elle était trop grogneuse par rapport à ça. Et son mari m'a dit allez, on fonce, je veux demander ma femme en mariage. Et on a tout fait pour essayer de trouver quelqu'un sur place, ce qui était vraiment pas évident. Et au final, je suis super contente de Sarah. Merci encore, hein. Merci beaucoup. Je te fais une bise parce qu'on n'a même pas le temps de se dire bonjour avec tout ça. Merci beaucoup, Sarah. On les connaît pas et en fin de compte, on partage un moment très important de leur vie. Donc même pour nous, émotionnellement, c'est toujours énorme. Prix de départ pour une cérémonie les pieds dans le sable, 1 000 €. La Thaïlande attire de plus en plus de Français chaque année. En 10 ans, le nombre de visiteurs a triplé. Ils viennent profiter du soleil d'hiver, de la mer turquoise et surtout d'une destination où la vie n'est pas chère. On est bien, ça se raconte pas, on est bien. Kamel et ses copains habitent en banlieue parisienne. La Thaïlande est devenue la destination fétiche des jeunes des cités françaises. Bienvenue en Thaïlande, tu vois. J'ai l'impression d'être dans un endroit fréquenté par la jet set et nous, jeunes de quartier, on est ici, donc ça fait bizarre un peu. Ce qui est nouveau, c'est que la Thaïlande est devenue l'Eldorado des jeunes retraités français. C'était mon rêve et puis voilà qui se réalise. Nous déménagerons avec Richard et Brigitte. Ils viennent d'abandonner leur charcuterie de Lyon, leur famille et leurs amis pour s'offrir cette villa de rêve. Ça saute trop. Elle est pas belle la vie, hein?
En fait, de plus en plus de Français s'installent en Thaïlande pour y faire du business. C'est le cas de Marine. Son père est un grand chef cuisinier. Il lui a confié le restaurant gastronomique qu'il vient d'ouvrir en plein cœur de Bangkok. Là, on vous attend en tournant. On se dit, attends, c'est la fille d'un chef étoilé, il faut qu'elle assure, quoi. Pour d'autres, la bonne fortune est venue à moins de 20 ans. Antoine et Victor en savent quelque chose. Ces petits Français sont la coqueluche des Thaïlandaises. Ils sont des stars de la boxe thaï, le sport national. Comment dire en anglais, on est hot, quoi. Et les magazines, ils aiment bien ça. Et après, ça leur fait vendre plus d'exemplaires. Donc c'est sûr, ça leur plaît. Aujourd'hui, 50 000 Français ont déménagé au pays du sourire. Quelques bonnes bouteilles de Bourgogne, un petit peu de foie gras, quelques truffes. Chacun avec un petit bout de sa France. Pour Richard, la route de la Thaïlande commence dans ce petit marché à Chassieux, près de Lyon. C'est la dernière fois que j'ai le plaisir de vous servir. Et oui, mardi, je pars à l'étranger, donc voilà. Dans les îles? Thaïlande. J'ai toujours vécu pour mon travail et tout depuis l'âge de 14 ans. Il arrive un moment, il faut savoir s'arrêter. Ma plus ancienne cliente. Et ma plus gentille cliente. Ça va bien, ouais. Oui. C'est des clients que je sers depuis 38 ans. Ça fait plaisir de les voir, ça fait plaisir de leur dire au revoir. Richard est boucher charcutier depuis 50 ans. Et il a décidé de tout quitter pour prendre sa retraite à 10 000 km de sa région, en Thaïlande. Ça fait suffisamment d'années qu'il travaille. Donc voilà, il a bien mérité sa retraite et qu'il en profite bien. Je trouve qu'on arrive à un âge, ce qu'on n'a pas pu voir avant, ce qu'on n'a pas pu faire avant, il faut le faire, quoi. Pour moi, c'est un changement de vie. Bon, allez, travaillez bien, les mecs. C'est le matin du grand départ. Cette nouvelle vie au bout du monde, Richard va la partager avec Brigitte, sa compagne depuis 8 ans. Ça rentre là-dedans, ça? C'est fini, là? Voiture, commerce, ils ont vendu tout ce qu'ils possédaient. On laisse la maison. Richard a aussi vendu sa maison à sa fille avant de partir. Le couple quitte la France avec 4 valises et un petit Yorkshire, NG. Ah, sur mon téléphone, il vient. C'est avec maman. À prendre l'avion? Brigitte et Richard sont déjà partis 8 fois en vacances en Thaïlande. Mais ce jour-là n'est pas comme les autres. Vous êtes cons, hein? Je surveille les valises. Oui. Ah, j'y crois pas. Leurs amis et leurs enfants leur ont préparé une petite surprise. Vous n'allez pas te laisser partir sans nous, hein? Brigitte a une fille et un garçon d'un précédent mariage. On s'appelle au plus vite? Ouais. Tu viens au plus vite? Hein? Ouais. D'accord. Tout va bien se passer, ouais, t'inquiète pas. Richard aussi a 2 enfants. Et il est grand-père. Ça va bien? T'es bien réveillé? On va prendre l'avion, papy. Hein? Au revoir, ma chérie. Bon voyage. Merci. C'est génial et c'est dur en même temps. Qu'est-ce qui est dur? C'est l'absence. Mais c'est de plus l'avoir tous les jours au téléphone, de plus le voir. Mais c'est une super aventure, il va être très très bien là-bas. À 12 heures de vol, c'est la Thaïlande. Et c'est 12 mois d'été par an. À l'arrivée, à l'aéroport de Bangkok, un homme attend le couple. C'est Cyril, l'agent immobilier qui leur a vendu leur future maison. Bonjour. Ça va? Bienvenue. Tu as tout le temps qu'on la place et tout. Vous réalisez que vous êtes arrivé chez vous, là, Attends, non, moi je pense que je suis en vacances encore, là. C'était mon rêve et puis voilà qui se réalise et c'est ça qui est bien. Les affaires de l'agent immobilier marchent bien. En 10 ans,
le nombre de Français installés en Thaïlande a doublé. Il y a le soleil, il y a la gentillesse, le sourire des Thaïlandais, le besoin de sécurité, il y a une qualité de vie pour un prix qui est modique. Voilà, on a un pouvoir d'achat qui est 2 à 3 fois supérieur ici en Thaïlande qu'en France. Ils se rendent directement à 180 km vers le sud, dans la ville de Hua Hin, le Deauville thaïlandais. Située au bord du golfe de Thaïlande, la ville est une destination de week-end prisée des habitants de Bangkok. Ils viennent profiter de ces 11 golfs, d'une plage de plusieurs kilomètres de long et des marchés typiques de la région. La famille royale thaïlandaise y possède plusieurs palais pour les vacances. Richard et Brigitte ont fait construire leur maison à quelques kilomètres du centre-ville. Le chantier s'est terminé la veille de leur arrivée. Bonjour, bonjour, ça va? Comment allez-vous? Bien. Ça va? Bonjour. Ils sont accueillis par le promoteur, un Hollandais établi sur place depuis 10 ans. Ouais. Vous êtes un peu curieux, non? On est venu là pour ça quand même. un peu stressé. Jusqu'ici, le couple n'a vu sa maison qu'en photo et sur plan. Donc, la villa. Ah, ça, par terre, c'est magnifique. Hein. C'est bien. C'est très très beau. Hein. Franchement, Un bon choix. Il rentre super bien. Hein. Avec la couleur de la piscine, je pense que l'ensemble est magnifique. magnifique, oui, oui, c'est magnifique. Magnifique, franchement, super joli, vraiment. Jusque-là, ça va. Hein? C'est magnifique. Il faut voir l'intérieur d'abord. Il faut voir l'intérieur. La villa fait 180 mètres carrés. Elle est livrée avec une cuisine équipée, 3 chambres et 3 salles de bain. La piscine fait 8 mètres de long. Il y a même une petite maison pour les invités. Les vases sont magnifiques. Hein? Ah ouais, vous avez vu, hein? Elle a bien choisi, hein? Vous avez vu ça? Coût total, 180 000 €. Mais ils ne seront jamais propriétaires du terrain. En Thaïlande, les étrangers n'ont pas le droit de posséder la terre, seulement de l'occuper pendant une période de 30 ans renouvelable. Ça inquiète beaucoup de monde en France, mais nous, alors absolument pas, parce que je trouve ça assez logique. Finalement, la terre appartient aux Thaïlandais, elle reste aux Thaïlandais, et il n'y a aucun problème de ce côté-là. Moi, je suis carpédienne, je vis au jour le jour. C'est-à-dire que, si tu veux, qui te dit que dans 30 ans, tu seras encore là? 30 ans, c'est loin. Moi, les enfants, vous avez... Oui, mais bon, voilà. Tu te dis, bah voilà, tu vas en profiter, et puis voilà, on verra bien. Tu sais, la vie... Et puis ben, bienvenue. C'est prévu quand la crémaillère alors? La crémaillère, c'est pour bientôt. Mais le couple doit d'abord se meubler. Richard et Brigitte ont un budget limité. Mais en Thaïlande, les bonnes surprises se trouvent souvent au coin de la rue. Ça arrive seulement. On voit bien. Regarde, c'est magnifique ces trucs. C'est le cas ce matin. L'étal d'un marchand ambulant attire leur attention. Ils vendent du mobilier de jardin. Il y a juste un détail qui cloche. We go to the house. House. Je comprends pas anglais. La barrière de la langue. Le problème, c'est de lui faire emmener. Je sais pas comment lui dire, elle comprend pas. Donc ça va pas être possible. Heureusement, Brigitte a une idée. Ouais, mais justement, par le thaï. On appelle de l'aide à une jeune femme thaï qui va lui parler en thaï. Elle appelle son agence immobilière. En fait, c'est le seul numéro de téléphone qu'elle connaît dans le pays. Ça vous inquiète pas un peu d'être dans un pays... On dépend des autres? Ouais, où vous dépendez des autres, où vous parlez pas la même langue. Oui, mais la preuve, ça ne nous inquiète pas du tout, puisqu'on peut se débrouiller. On se débrouille tout le temps. On se débrouille tout le temps. Il y a toujours... Voilà, l'avantage de la Thaïlande, c'est toujours quelqu'un de serviable qui va venir dire « Oui, ben, j'arrive et je vais vous aider à acheter ce que vous voulez acheter. » Voilà, c'est ça la Thaïlande. Une employée de l'agence arrive 5 minutes plus tard. Kessama va prendre les choses en main. Bon alors, lequel vous voulez? Lequel? Celui-là. Richard et Brigitte sont intéressés par 2 transats, 2 chaises et une table basse avec les coussins assortis. C'est un saut de trottoir. Elle est pas belle la vie? Hein?
Franchement. C'est même fait pour faire des choses interdites en pleine rue. C'est trop fort ça, non? Ça vous étonne qu'ils achètent des meubles dans la rue? Oui, je pensais qu'ils iraient dans un grand magasin. Mais pas là. D'habitude, les étrangers ne font pas ça. Non, pas vraiment. En fait, c'est incroyable qu'ils achètent des meubles comme ça dans la rue. Dans la rue. Coucher dans la rue, c'est pas beau ça? C'est trop bon. Bye bye. Sleeping. Ah, regarde. Ouais. Ça fait 10 008. Le vendeur en veut 275 €. On peut pas avoir un rabais? Small price. Small price. Tu leur fais un prix? Allez, tu leur fais à 250 €. Ok, deal. Ok, allez. Non, mais il est... Richard a obtenu sa ristourne. Il est ravi. Attends. C'est joli. Yes, nice. Yeah, very nice. Quand on a fait 50 ans de commerce, il n'y a aucun problème, je comprends toutes les langues. Là, On est bien parti, je crois. Pourvu que ça dure. Les meubles seront même livrés à domicile. Richard et Brigitte découvrent les charmes de leur nouveau paradis. J'ai fait plein de photos. Il y a ce genre de bord de mer en France? Bien sûr, la Côte d'Azur est magnifique. On sait que tous les retraités voudraient aller vivre dans le Midi, il y en a déjà pas mal et tout. Une maison comme la nôtre, ça vaut 800 000 € dans le Midi. Ça vaut 900 000 €. C'était trop cher, pour, on va dire, pour nos, On pouvait pas. pour nos moyens. Après à peine quelques jours sur place, la France leur paraît déjà très loin. Il est plus jeune, là. Il pète le feu, là. Vous le sentez vraiment? Ah bah oui, vraiment. J'ai qu'à penser à une chose, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain pour pouvoir s'occuper aussi. Nous retrouverons Brigitte et Richard dans un mois, lorsqu'ils auront emménagé. Seront-ils toujours aussi enthousiastes? Cet engouement pour la Thaïlande, on le retrouve surtout chez les vacanciers. Ils étaient 650 000 Français l'année dernière, 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Parmi les destinations en vogue, l'île de Phuket et la ville de Patong. Depuis quelques années, des jeunes Français en ont fait leur terrain de jeu. Parmi eux, ces 3 copains venus de Nanterre en région parisienne. Kamel, Tijani et Tedjani. Tous les 3 sont étudiants en BTS. Malgré leur petit budget, ils se sont offerts la location de cette Jeep décapotable. C'est pas un luxe de se l'offrir, c'est vraiment abordable. C'est pour tous les budgets, 40 € une Jeep décapotable. C'est du luxe discount, mais c'est du luxe accessible à toutes les bourses. En France, sur la Côte d'Azur, ces voitures se louent plusieurs centaines d'euros par jour. On a tous regardé des films hollywoodiens où les acteurs principaux avaient des belles voitures décapotables et voilà, des jeeps, et ils allaient sur la côte ouest des États-Unis, Los Angeles, San Francisco, et on essaye de reproduire ça à notre manière en Thaïlande. Alors comme à Hollywood, sur la route, c'est aussi un peu le Far West. Dépasse-moi la grosse, mec, dépasse la grosse. Allez, Kamel, vous mettez pas la ceinture? Non, je mets pas la ceinture parce que... Déjà, j'aime pas s'il y a une ceinture. J'aime pas avoir la ceinture sur moi. Non, mais ils nous prennent pas trop la tête. Tu vas te garer là-bas. Là. Ils nous prennent pas trop la tête. C'est un petit peu moins contraignant, on va dire. Fais crier le moteur, mec, fais crier le moteur. Fais crier le moteur, mec. Je suis un vrai grand. Yeah, man, on est arrivé à destination. Cool, mec, on va à la plage, mec. C'est ça, les vacances.
Par contre, là, il y a un problème technique, on sait pas enlever la clé. On loue des voitures, mais on sait pas enlever la clé. On la met en P. Elle est en P. T'as appuyé sur clac. Finalement, c'est un touriste français qui vient leur sauver la mise. Merci. Direction cette jolie plage à l'écart de la ville. On est tranquille, on est bien posé ici. On est bien, on est entre nous. Il y a beaucoup de Français qui viennent sur cette plage. C'est un lieu de rencontre. Comme sur Paris, quand on va en terrasse, on discute, on échange avec les gens. Ici, c'est pareil. Juste, on est au soleil et je trouve que c'est encore mieux. Alors forcément, la conversation s'engage avec les voisins de Transat. Et forcément, ce sont des Français. Nanterre. Non mais toi, c'est la première fois? Deuxième. Deuxième aussi. Ouais. Je suis venu une première fois 3 semaines, célibataire. Là, je suis revenu avec madame. On est en voyage de noces, hein? C'est vrai? Ouais, on est venu direct. Ouais. Ah, direct le soir du mariage? Ouais, exact. On a justement choisi notre date de mariage par rapport à notre destination. Franchement, je reviendrai. Je suis venu célibataire, marié, je reviens avec mes enfants. Parce qu'il y a moyen de tout faire, c'est génial. Les Thaïlandais, ils sont top. Franchement, ils sont top. Là, on fréquente une plage où il y a pas mal de Français. On sait pourquoi, c'est parce qu'on peut fumer un peu la chicha, on est tranquille ici. Ils sont très gentils, très sociables. Malgré que nous, les Français, on n'a pas une très bonne réputation. On est plutôt avares, comme gens. On aime bien garder notre argent et négocier tout. On négocie tout, hein, manger, le restaurant, l'hôtel, le taxi, les scooters. On négocie vraiment tout, malgré que le taux de change, il est pas mal. Hein. Ça nous rassure un peu d'être entouré des mêmes gens qui viennent des mêmes quartiers que nous, qui viennent des mêmes villes que nous pratiquement. Donc c'est plus agréable. Tu vois, dans le sud de la France, par exemple, on est 4 jeunes là. Si on se pose à côté d'une famille, on va peut-être être mal vu, tu vois. Sur cette plage de Phuket, Kamel et Tejani sont traités comme des VIP. Les Thaïlandais font tout pour choyer cette clientèle qui ne se refuse rien. Ce jour-là, les 3 copains embarquent pour une excursion vers l'île de Koh Phi Phi. Je pense qu'on va passer une très bonne journée. Ils ne sont pas seuls. Autour d'eux, une trentaine de touristes de toutes les nationalités et un guide un peu surprenant. C'est un transsexuel. En Thaïlande, c'est entré dans les mœurs. On les appelle les ladyboys. On n'est pas tombé sur le meilleur guide de Thaïlande. Je pense qu'on est tombé sur l'un des plus nazes. Non, je pense que c'est un bon guide. Après, sa sexualité n'a rien à faire dans nos vacances. Il fait ce qu'il veut. Direction Maya Bay, l'une des plus belles criques du pays. C'est auto-bronzant direct, aucune crème solaire. On est là pour cramer. Au programme bronzage, rencontre avec les singes et plongée dans les eaux turquoises. Sous l'eau ou sur l'eau, à chaque étape, les jeunes gens n'oublient pas de faire des photos pour épater les amis restés en France. Voilà, toujours dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Bah, faut poster. Faut des likes, des j'aime pour montrer à tous les copains, à la famille et tout, qu'on est sur une île paradisiaque, quoi. On a l'impression de vivre des vacances de millionnaires ou de milliardaires. Pour des jeunes étudiants qui ont la chance de bosser un petit peu, on a l'impression de vivre des vacances de privilégiés. Thank you, my friend. Là, on fait le vide. Quand on retourne, eh ben, on va retravailler, on va recharbonner. Mais là, on est bien, on est tranquille. Franchement, c'est pas le lieu pour penser au travail, à l'école. Donc nous, on est au beurre et eux, ils sont sous la neige. Donc voilà, on est bien ici. Il reste à Kamel et à ses amis encore 2 semaines pour goûter à tous les plaisirs de la Thaïlande. Mais d'autres jeunes Français n'ont pas le temps de profiter de la plage. Bangkok, la capitale, est une mégapole de 8 millions d'habitants. Elle est connue pour ses temples pittoresques, ses embouteillages, son énergie permanente, mais aussi pour sa cuisine, l'une des meilleures du monde. La ville compte plus de 9000 restaurants.
Dans le quartier cossu du parc Lumpini, un hôtel 5 étoiles flambant neuf, à l'écart du tumulte de la ville. Au premier étage, un restaurant au nom bien français, le GEM. C'est la table d'un grand chef étoilé français, Jean-Michel Laurin. Il en a confié la gestion il y a 1 an à sa fille Marine, 28 ans. En cuisine, c'est Amerigo, son compagnon, d'origine italienne. L'établissement est gastronomique. Fruits de mer, viande de terroir, foie gras ou millefeuille au dessert. La carte est française. Le menu est à plus de 100 € et le patron veut faire du GEM le restaurant référence de la ville. Le problème de Marine, c'est qu'il ne suffit pas de faire de la bonne cuisine. Il faut aussi remplir la salle et surtout former un personnel thaïlandais qui ne connaît rien aux traditions françaises, comme la découpe de la volaille. En Thaïlande, ça se fait pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de restaurants qui font des découpes. Il y en a même plus beaucoup qu'en font en France, malheureusement. Donc pour moi, ça serait un bon challenge de l'introduire ici. Vous le posez sur la planche. Vous ne devez surtout pas bouger votre couteau. Vous tournez simplement votre poulet sur le côté. En France, la découpe est considérée comme un art depuis la Renaissance. Incontournable dans les grands restaurants français, la pratique est totalement inconnue des Thaïs. OK, hold it. Oh! Nous, ici, c'est très différent. Les Thaïlandais ne se compliquent pas la vie. On le coupe et on le mange. Côté cuisine, Amerigo concocte les grands classiques de la gastronomie. Et pour cela, il fait venir des produits frais qui arrivent tous les jours de France. C'est des huiles Gilardo spéciales. Elles sont parties quand? Elles sont parties, je pense, hier soir. Elles sont en forme, vous pensez? Ah oui, je pense bien. Ouais. Normalement, elles gardent la forme 4 ou 5 jours. Mais c'est clair que là, elles sont pas très contentes. On va les ranger au plus vite. France, ça France, l'écaille de Charente. Et l'agneau, il a du Quercy. Voilà. Faire venir les produits de si loin coûte cher, mais le couple se rattrape sur les salaires. Les employés sont payés environ 10 fois moins qu'en France. Et notre gastronomie les laisse plutôt perplexes. C'est très salé. Vous utilisez trop de beurre. Nous, on utilise de la sauce soja ou de la sauce de poisson. Amerigo a été formé à l'école des chefs français, Fort en Gueule. En Thaïlande, il a dû revoir totalement son approche avec le personnel. En cuisine, souvent, il y a des coups de feu, disons, et beaucoup de pression. Non, where is the mix? Ici, on n'a pas le droit à lever la voix, on n'a pas le droit à taffer quelque part, on doit rester très zen. Not possible. Hein. Ils n'acceptent pas ça dans leur culture. Donc ils se sentent agressés, ils ne savent pas comment réagir, du coup ils s'arrêtent. Et s'ils s'arrêtent, ils ne travaillent plus. Côté salle, même combat. Marine doit elle aussi déployer des trésors de psychologie pour se faire comprendre. Ok, mais sois plus sexy avec ta fourchette. Pas comme ça, ok, plus délicatement. Tu dois être plus sexy. Oh, mais sexy, je te dis. Regarde-moi faire. Doucement. Si tu fais comme ça, ça ne va pas marcher. Tu dois être délicate avec ton poulet. Je crois qu'il y a encore du chemin à faire. En Thaïlande, c'est un peu tout sabai, comme on dit ici. Ça veut dire cool, quoi. Voilà. Alors moi, ce que j'essaie, c'est de leur expliquer, c'est que le client, il ne doit jamais avoir besoin de demander. Donc ici, on est dans un restaurant français, par exemple. J'aime pas que mes clients, ils demandent du pain. Moi, ce que j'essaie de leur apprendre, c'est d'anticiper et d'apporter au client ce qu'il veut avant qu'il le sache, en fait. C'est un peu ça. Si Marine met la pression sur ses employés, c'est que le grand patron ne laisse rien passer. En Bourgogne, à Joigny, le père de Marine est le chef de ce Relais et Châteaux étoilé au Michelin. Sur les bords de Lyon, la Côte Saint-Jacques
est dans la famille Lorrain depuis plusieurs générations. On a 2 menus découvertes avec une terrine 8, une rosace pour suivre un œuf et un foie gras grillé. Et pour suivre un boudin, une Saint-Jacques. Dans son restaurant, le père de Marine vise l'excellence. Produits, texture, couleurs, chaque assiette doit être composée à la perfection. C'est la marque de fabrique de Jean-Michel Lorrain. En salle, même exigence. Le service se doit d'être impeccable. Et c'est comme ça depuis 60 ans. Car ce sont les grands-parents de Marine qui ont lancé l'affaire. Marine, j'ai toujours entendu dire depuis toute petite, moi je prendrais le restaurant de papy. C'était sa vocation. Lorsque Jean-Michel Lorrain a décidé d'exporter cet héritage à 10 000 km de la Bourgogne, il a choisi de le confier à sa fille et de tenter sa chance à Bangkok. Il se passe déjà beaucoup de choses au niveau gastronomique, que ce soit au Japon, Hong Kong, Singapour. Ce sont des places qui sont déjà bien marquées. Il y a beaucoup de Français qui sont déjà partis là-bas. Et Bangkok était une ville encore un peu à défricher. On était quand même là dans les premiers et je trouve que c'est intéressant d'arriver dans les premiers plutôt que d'être dans les derniers, quoi. Le grand chef tient sa fille et son gendre à l'œil. Chaque semaine, grâce à Internet, il fait le point avec eux. Et ce qui l'inquiète en ce moment, c'est la fréquentation de l'établissement. Voilà. Au niveau des changements de la carte, tout a été fait? Tout a été fait, ouais. Ouais. Sauf les plats végétariens. Sauf les plats végétariens. Ouais. Ok. Et sinon, ça marche? Ouais, on a du monde, mais qu'après, à partir de lundi, ça se calme. Ouais, d'accord. Lundi, mercredi, c'est la chute libre après. C'est un gros point, moi, qui est important, c'est qu'on arrive à fidéliser notre clientèle et avoir une vingtaine de couverts le soir. On travaille bien le midi. Le restaurant, même si ça fait 1 an qu'on est ouvert, reste un nouveau restaurant et il faut le faire connaître. Donc ça passe beaucoup par des promotions, par le bouche à oreille, par des gens qui viennent, qui reviennent, qui amènent des amis. 1 an après leur ouverture à Bangkok, Marine et Amerigo ont réussi à hisser le restaurant en haut du classement des établissements de la ville. Mais il manque encore des clients pour faire le plein. Marine sait qu'elle porte un poids bien particulier sur les épaules. Son nom. Ça a toujours été très lourd. Parce que bon, d'être la fille d'eux, c'est pas évident. Je me souviens quand j'étais petite à l'école, c'était toujours la fille Lorrain. Et même là, évidemment, vous rentrez dans le milieu professionnel. Là, on vous attend en tournant. On se dit, attends, c'est la fille d'un chef étoilé, il faut qu'elle assure, quoi. Et pour Marine, la pression ne va faire qu'augmenter. Dans quelques semaines, son père arrive à Bangkok, bien décidé à remplir le restaurant. La réussite et la gloire, d'autres jeunes Français l'ont déjà rencontré en Thaïlande. Dans une salle de sport de la ville, l'un des plus célèbres photographes de mode du pays mitraille 2 beaux garçons. Rapprochez-vous un peu l'un de l'autre. Ne me regardez pas. Accrochez vos bandages. Victor et Antoine doivent faire la une d'un magazine masculin très en vogue en Thaïlande. J'aime toujours pas trop mes cheveux. Ils sont frères et sont nés dans le sud de la France. Les gens ils pensent que faire des photos c'est facile souvent, mais c'est pas facile. Il faut connaître les poses, il faut savoir faire des mimiques avec son visage et tout. Et si on est habitué comme pour nous, ça va, mais pour d'autres personnes, ça serait sûrement un peu plus dur. Le photographe thaïlandais est tombé sous leur charme. Ils sont très sexy. Ils ont de très beaux corps, de beaux muscles. Ça m'excite beaucoup de travailler avec eux. Victor a 22 ans et Antoine 25. Ils vivent en Thaïlande depuis presque 10 ans et sont devenus des stars grâce au sport national, la boxe thaï. Ils comptent parmi les meilleurs boxeurs du monde. Leur célébrité a débordé bien au-delà des rings. Les voilà dans des sitcoms,
Dans des talk-shows populaires, Comment allez-vous? les deux Français sont devenus la coqueluche des jeunes Thaïlandaises. Elles rêvent de leur gueule d'ange et de leur tablette de chocolat. On est assez demandé parce que, comment dire en anglais, on est hot, quoi. Et les magazines, ils aiment bien ça. Et après, ça leur fait vendre plus d'exemplaires. Donc c'est sûr, ça leur plaît. Pour se maintenir au top de leur notoriété, les sourires ravageurs ne suffisent pas. Encore faut-il rester à la hauteur de leur réputation de champion. Cela se passe loin des spotlights. À Bangsapan, une petite bourgade du bord de mer à 400 km au sud de Bangkok. C'est ici que les deux frères s'entraînent 8 mois par an. C'est le matin, on est parti courir à 6 h. Là, je viens de finir de courir. Et il reste quoi aujourd'hui? Il reste un petit peu d'entraînement ce matin. Après, on va dormir pour se reposer. On va remanger une fois. Après, on va redormir. On va recommencer à s'entraîner l'après-midi après. Antoine et Victor vivent dans cette maison. Ils sont arrivés dans le pays avec leurs parents qui avaient monté une base de sport-aventure. Depuis, c'est devenu leur camp d'entraînement. Pour eux, mais aussi pour la petite amie de Victor, Sasa. Elle aussi est championne de boxe thaï. Ils ont beaucoup de talent. Ils sont très doués. Et ils n'ont pas seulement des beaux visages comme tout le monde peut le penser. Ce sont aussi de très bons combattants. Ils ont découvert la boxe thaï un peu par hasard. Quand ils sont arrivés en Thaïlande, ils avaient 10 ans. À l'époque, ils sont les seuls étrangers du village. Et ils ne parlent pas un mot de thaïlandais. Alors, les journées sont un peu longues. On voyait des gamins qui couraient tous les jours devant la maison. On se demandait, ils vont où ces gamins? Donc, un jour, on les a suivis et on s'est rendu compte que c'était une école de boxe. Et voilà, on a commencé à s'entraîner et tout. Et, on y allait pour jouer, en fait. Pour jouer. C'était l'occasion de faire des rencontres, des connaissances. Les deux frères collectionnent les titres les plus prestigieux. Antoine, l'aîné, a été champion du monde à plusieurs reprises. Ceinture de champion du monde, WMC, ça fait un moment déjà, ça fait 5 ans ça va faire. Au début quand on était jeune et quand on a commencé à avoir justement, commencer par des petites coupes, dans des petits combats, c'est vraiment, vraiment excitant. Et au bout d'un moment, en fait, après la première, la deuxième, la troisième, pour nous c'est devenu banal en fait. Pour leur entraîneur, Chit, ils sont presque devenus plus thaïlandais que les Thaïlandais. Les Thaïlandais sont pas jaloux que deux Français deviennent champions? C'est sûr qu'il y a des Thaïs qui sont jaloux de leur succès. Mais pour moi, ils ont su saisir les bonnes opportunités. C'est aussi, comment dire, grâce à leur persévérance. Et pour vous, il est Thaï ou il est français? Ah, pour moi, ils sont Thaïs. Je ne les vois pas français. Aujourd'hui, les deux frères sont même montrés comme des exemples pour la jeunesse du pays. J'ai explosé toutes mes chaussures d'ailleurs. Ça n'a pas beaucoup changé, n'empêche. Non. Ce matin, une réception est organisée en leur honneur dans leur ancien collège. Ça fait des frissons, hein, parce que ça fait longtemps, c'est un peu émotionnel. Ça fait quoi? Ça fait 7 ans, ça fait maintenant 7-8 ans, ça fait bizarre. Quoi, c'est des mauvais souvenirs, vous? Il y a des bons et des mauvais souvenirs, quoi. Mais bon, je pense que personne n'aime vraiment l'école, pour être franc. C'est ici qu'ils ont appris à parler thaï. Un ancien professeur les accueille. Elle se souvient bien de ses élèves, un peu exotiques. Ils étaient très populaires auprès des professeurs et des élèves, parce qu'ils étaient les premiers étrangers de l'école. Tout le monde était fan. En plus, ils sont très beaux.
pas comme les Thaïlandais. Moi, j'étais en fait très excité d'arriver parce qu'il y avait toutes les filles qui étaient en train de s'exciter de voir un blanc. Donc moi, j'étais là, ah, ça va vraiment être une partie de plaisir l'école ici. Et en fait, c'était pas aussi facile que ça. Des mauvaises blagues, toujours les autres enfants qui rigolaient à chaque fois que... En plus, quand on essaye de parler une langue et qu'on se trompe sur des mots, ils se fichent de nous et tout, c'était pas facile. En Thaïlande, à l'école, on ne plaisante pas avec la discipline. Prière au roi, uniforme et règlements draconiens. Même le directeur est en uniforme et le moindre écart est sévèrement puni. C'est très militarisé, c'est très strict. Très strict. Si le règlement intérieur n'est pas respecté, il y a des punitions. Ça peut être des coups de baguette ou des petits trucs comme ça, quoi. Si les cheveux sont pas coupés au moment de l'inspection, ils peuvent avec des ciseaux couper les cheveux, faire les trous dans les cheveux. Comme ça, tu es obligé d'aller chez le coiffeur après. Les deux frères étaient des élèves plutôt indisciplinés. Mais aujourd'hui, tout a changé. Leur réussite en fait des modèles d'effort et de persévérance. Super. Bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Je me suis toujours dit qu'il fallait étudier pour réussir, parce qu'aujourd'hui, sans études, on ne peut pas y arriver. Et on n'est pas tout seul. Il faut aussi se construire pour aider nos parents. Voilà. Antoine et Victor ont particulièrement la cote auprès de la gente féminine. Les jeunes Thaïlandaises se battent pour une photo ou un autographe avec les deux Français. C'est exactement ma tranche d'âge, moi c'est entre 12 et 16 ans, moi dans là c'est tous mes fans, ils sont tous là. Ouais. Voilà, on a plutôt des bonnes gueules et moi j'ai plutôt une tête d'enfant, j'ai 22 ans mais je fais plutôt 12 ans, c'est pour ça. C'est pas pour la boxe, c'est parce qu'ils sont mignons que vous les aimez. Oui. Vous êtes des boxeurs ou des pop stars? À dire que ça aide. Voilà, on est un peu les deux maintenant. C'est ça, c'est un peu les deux maintenant. Parmi leurs plus grandes fans, il y en a une qui ne manque aucun de leurs combats. Ce soir-là, à l'Académie royale de police de Bangkok, 8000 personnes se pressent dans le public. Aux premières loges, il y a Tiani, la mère d'Antoine et Victor. On s'y attendait pas du tout, ça a commencé un peu comme un jeu pour eux. Petit à petit, ils ont gravi tous les échelons et voilà, maintenant ils sont arrivés là et on s'en est pas vraiment rendu compte quelque part et on est super contents. En coulisses, c'est le papa, Serge, qui est aux premières loges. C'est lui qui coache ses fils pendant leur combat. C'est la chair de notre chair, quoi. Donc on les connaît, on sait comment ils réagissent, on sait comment ils sont physiquement, psychologiquement. Quand c'est le moment du combat, on va avoir les mots pour eux. C'est la part du coaching qui va leur permettre à la fois de surpasser ou de faire les bons choix pendant le combat. Victor, le plus jeune, est le premier à combattre. La soirée affiche complet. L'événement est retransmis en prime time sur une grande chaîne de télévision. Son adversaire vient du Laos. Avant chaque combat, le papa tente de trouver les mots pour motiver ses fils. La boxe thaï est un sport rude. On peut utiliser les poings, les pieds, les genoux et les coudes. Ce soir-là, Victor domine. À l'issue des 3 rounds, il est proclamé vainqueur. Mais le combat phare de la soirée, c'est son aîné, Antoine, qui va le mener. Son entrée est digne d'un show à l'américaine. Avant chaque combat, il faut s'agenouiller devant le portrait du roi. Son adversaire ce soir est américain.
Il vient de Chicago. Avant de combattre, les deux boxeurs se livrent à un étrange rituel, le ramuei, censé repousser les mauvais esprits. Antoine a gagné tous ses combats depuis plus d'1 an. Et dès le premier round, il envoie son adversaire au tapis. L'Américain ne s'en remettra pas. Au deuxième round, il est mis KO d'un coup de coude. Il n'a pas de cœur. Il n'a pas de cœur. Sa maman est ravie et sa petite amie, une star thaïlandaise, aussi. Les deux frères s'en sont bien tirés. Pas de marque au visage, seulement un gros hématome au tibia pour Victor. Ça fait partie de la boxe, après on ne peut pas sortir d'un combat sans avoir mal, c'est normal. Les gens sont contents, les combats sont bien passés, il y a eu du spectacle. Et le plus important, c'est de faire plaisir à tout le public qui vient. C'est ça la règle numéro 1. Grâce à leur combat, les frères Pinto empochent environ 100 000 € par an chacun. Leur popularité est au zénith. Mais les carrières des boxeurs sont fragiles et les deux frères songent déjà à faire fructifier leur célébrité. Sur l'île de Koh Samui, un Français travaille sans relâche pour gagner sa place au soleil. Cette petite boucherie est devenue un passage obligé pour les Français de la région. Yann Rover, le patron, s'est installé ici il y a 8 ans. Moutarde de Dijon, côte de bœuf, foie gras, tout renvoie à la France dans sa boutique et à son sud-ouest natal, où il a appris son métier en famille. Cette photo-là, elle date de 1903. Ça, c'est mon arrière-grand-père. Ça, c'est mon grand-oncle. Et ça, c'est moi, 4e génération. Je crois que c'est génétique, hein. Après on a ça dans le sang. Hein. Quand il y a tant de générations qui ont pratiqué ce métier, automatiquement, ça coule dans les veines. Les grands-oncles et tout, il dit qu'il est en Thaïlande, il fait une boucherie, puis en plus, ça marche pas trop mal. C'est une satisfaction au niveau de la famille. Qu'est-ce qu'il vous fallait? La communauté française de Koh Samui forme l'essentiel de sa clientèle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 convives. Il faut prendre 6 pièces. Hein. Ça fait du bien de temps en temps, pas manger de la nourriture thaï, pas manger un petit retour aux sources, ça fait du bien aussi. Merci. Yann vit depuis 2 ans avec Noi, une Thaïlandaise. Ils travaillent ensemble. Elle est tombée sous le charme du boucher et de ses steaks à la française. Je ne connaissais pas ce genre de viande. C'est français et ça coûte trop cher pour les Thaïlandais. Mais c'est bien meilleur que le bœuf thaï. En même temps que sa compagne, Yann a adopté toute sa famille. Il a embauché sa belle-mère à la boucherie. Il s'occupe de la mise sous vide, elle fait aussi le ménage, la vaisselle, tout ça. Enfin, là, beaucoup de responsabilités. C'est un petit bout de bonne femme, mais qui travaille vraiment super. Alors, petit problème de communication, parce que je parle très peu thaï et elle ne parle pas anglais. Mais avec les gestes, tout ça, bon, ça va, il n'y a pas de problème, on se comprend. Donc je vais lui dire, hein, mamie, stock, hein. Ok, voilà, elle sait que c'est le stock, elle va l'amener là-bas. Pour les commandes, en anglais, on dit order. Donc pour séparer, mamie, this stock and this order. Pour mamie, il n'y a pas de doute, Yann est le gendre idéal. Il fait partie de la famille. Il est devenu comme mon fils. Et ses petits-enfants sont toujours dans les parages.
On peut pas à la garderie, on est là pour travailler. 50 brochettes to make it. Pit patou. Les enfants, ce sont les enfants de la sœur à ma femme. Et c'est ma belle-mère qui s'en occupe. Donc en fait, c'est travailler en famille là. C'est-à-dire que j'ai pas trop le choix, quoi. Je peux pas les mettre dehors. Vous savez, en Thaïlande, les mamans, elles font des enfants jeunes. Elles font un peu n'importe quoi, et puis après, elles les laissent chez la mamie. Et voilà. Et moi, je fais la mamie aussi, quelque part. La famille, c'est bien, mais bon, c'est 24 sur 24. Donc au bout d'un moment, c'est fatigant, quoi. Il y a l'avantage et les avantages et les inconvénients. Parce qu'aujourd'hui, je suis avec ma copine, ça va bien. Demain, on se dispute. Il y a tout le monde qui part. Du jour au lendemain, Yann s'est donc retrouvé chef de famille nombreuse. Alors, les crapauds? Il prend aussi en charge l'éducation de la fille de sa femme. Il l'a inscrite dans une école française privée. Il en existe 4 dans la seule petite île de Koh Samui. Dans cette école, la jeune fille côtoie une trentaine d'enfants d'expatriés français. Les professeurs et le directeur, eux aussi, viennent de France. Pas tous les élèves, en revanche. On a aussi des Italiens, des Russes. Donc c'est toute une population, c'est une mixité, on va dire. Il y a beaucoup de personnes qui aiment la langue française et qui ont envie donc, de la découvrir et donc de venir dans une école française. Dans ce petit bout de France en Thaïlande, l'école enseigne depuis le cours préparatoire jusqu'au bac. Je n'ai de rien et voilà que je tue. Je suis le gardien du sommet de cette nuit, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira et ne qu'à oublier l'espace de ses bras pour te reconstruire, je l'aime à mourir. La douleur, toutes les guerres, pour être si fort aujourd'hui, la douleur, toutes les guerres, je la vis. Allez hop, dans la voiture. Quim, moi je l'ai connue, elle était toute petite. Je l'ai connue, elle avait 3 ans. Elle a pas connu son papa. Et moi, quand je suis sorti avec ma copine et puis que ça commençait à être sérieux, je vais pas dire non, je sors juste avec toi et je veux pas ton enfant. Donc il faut accepter. Et j'ai accepté sa fille. Pourquoi es-tu contente d'apprendre le français? Parce que mon père veut que je parle avec lui en français, je crois. C'est plus facile pour communiquer? Oui. Pour lui et sa nouvelle famille, Yann voit les choses en grand. Il veut ouvrir plusieurs autres boucheries dans d'autres villes pour vendre de la viande de qualité, à la française. Son secret se cache dans le nord-est du pays, dans la petite ville de Sakon Nakhon. C'est en pleine campagne, dans cette coopérative agricole, que Yann se procure la meilleure viande de Thaïlande. C'est un Français, dont la statue accueille les visiteurs à l'entrée, qui a eu l'idée de croiser les races de vaches thaïlandaises avec des charolaises. Ici, les bovins sont bien dodus. Rien à voir avec les vaches faméliques qu'on croise habituellement dans les champs du pays. Malai, la responsable de la coopérative, emmène Yann chez un de ses éleveurs. Cette région, l'Isan, est l'une des plus pauvres du pays. Les habitants vivent principalement de la culture du riz. Mais l'arrivée des charolais a changé la donne. Comme dans cette petite ferme familiale. La potion magique qui a bouleversé le quotidien de ces fermiers, la voici. Dans ces pipettes congelées, de la semence d'un taureau charolais, venu tout droit de France. Il s'appelle Luna Park. Luna Park. Il vit en France. Pour moi, c'est de la viande de bonne qualité. C'est délicieux. J'aime le charolais.
Pas sûr que l'animal soit d'accord. Pour les bêtes récalcitrantes, Malay et son adjoint ont une technique rudimentaire, mais bien au point. La vache finit par se laisser faire. Alors ça y est, elle va être enceinte d'un taureau français? Oui. Son nom, c'est Luna Park. Luna Park le français. En France, il faut un vétérinaire et ça ne doit pas être donné, hein, ou un spécialiste. Et là, bon, c'est fait peut-être un peu à l'arrache, mais apparemment, ça marche. Dans quelques mois, elle devrait mettre bas un veau bien dodu, comme celui-ci, à moitié français. Dans la région, près de 5000 exploitants ont arrêté la culture du riz pour se lancer dans le charolais. Ça ressemble à une charolaise qu'on pourrait trouver dans les prés français? C'est très proche, très très proche. C'est un 75% charolais. Donc la génération d'après, ça sera quasiment pareil qu'en France. Donc c'est quand même une belle bête qui doit donner une très bonne viande. Seul bémol, le climat thaïlandais n'est pas vraiment adapté à ces vaches à poils longs. Il a chaud parce qu'il a beaucoup de sang européen. Les Thaïs n'ont pas chaud. Lui, quand il a chaud, il devient grincheux avec ses poils longs. C'est pour ça que je lui mets le ventilateur. Pour Yann, le but est d'arriver à acheter le maximum de ces bêtes pour achalander ses futures boutiques. C'est bien que je sois là, faut discuter par rapport au volume, vu que on est installé sur Phuket aussi, puis qu'on va essayer de développer Pattaya, on va essayer de créer une chaîne. You pay pas for me and sell? Reste à négocier les prix. Et là, c'est le choc des cultures. Encore un problème de négociation. Et là, elle ne peut pas me répondre. Ils ont cette particularité de ne pas savoir dire non ou je n'ai pas compris. Alors ça, c'est le plus dur parce que autant dire j'ai pas compris ou non ou quoi, non, ils vont pas vouloir perdre la face, ils vont oui, oui, et en fin de compte, c'est pas du tout ça, quoi. Donc il faut s'adapter. La discussion se terminera malgré tout dans la bonne humeur. Big Kai, je vous laisse imaginer ce que c'est. Hein? Charolais, grosse quéquette. Thaïlandais, petite quéquette. À Bangkok, au restaurant J'aime, nous retrouvons Marine Lorrain. Et dans les cuisines, son compagnon, Amerigo. Ils se sont affairés toute la journée pour que le restaurant soit impeccable, car ce soir, ils attendent une visite exceptionnelle. Marine retrouve son père et ses grands-parents, qu'elle n'a pas revus depuis 1 an et demi. Tu vois que t'as réussi à le faire. Je savais pas. Tu vois que t'as réussi à le faire. C'est pour toi, tu sais, parce que sinon... Ah, oh bah dis donc, t'as bronzé. Hein. Bronzé, moi. Son père, Jean-Michel, le grand patron du J'aime, a lui aussi fait le déplacement avec son épouse. J'ai quand même réussi à les faire venir. Hein. Le père, le grand-père et le gendre. 3 générations de chefs se réunissent pour concocter un repas de gala exceptionnel, grâce auquel ils espèrent bien faire parler de leur restaurant. Messieurs, bonjour. Bonjour. Les objectifs, c'est de fidéliser la clientèle. Il y a beaucoup de clients qui sont habitués, qui viennent spécialement pour cette soirée. Ils viennent pour que ce soit encore mieux que quand je ne suis pas là. Donc, faut pas se louper. Au programme, un menu de 8 plats, tous de grands classiques historiques de la famille Lorrain. Amerigo doit laisser sa place au grand chef. Le brocoli, il a été fait aussi ou... Et Jean-Michel Lorrain ne laisse rien passer. Saisonnement, ça va. Le verdict, c'est qu'il est un petit peu pâteux, un peu bizarre. Et là, c'est un peu salé.
Bon, ça c'est vachement salé quand même. Hein. Celle-là, elle est assez huilée par contre. Là, on devrait pas être mal. Faut goûter. De toute façon, en cuisine, il n'y a pas de miracle, faut goûter. Quand on a compris ça, on a déjà compris pas mal de choses en cuisine. Avant d'arriver en Thaïlande, Amerigo a travaillé pendant 1 an dans le restaurant de Jean-Michel Laurin. Alors certaines habitudes sont difficiles à perdre. C'est pas courant d'appeler son beau-père chef, quoi. Ceux qui ont été non-chefs, ils restent des chefs à vie d'une certaine manière. Tant que je dois pas appeler Marine chef, ça va. C'est quand même son chef, hein, malgré tout. Et je pense qu'il le considère plus comme son chef que comme son beau-père, d'ailleurs. Bon, on a des relations différentes puisqu'on a des relations professionnelles et puis des relations familiales. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et puis Amerigo est suffisamment professionnel aussi pour savoir apporter aussi. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue. Et ce jour-là, Amerigo a droit à 2 chefs pour le prix d'un. Voici Michel, le grand-père de Marine. Et à 81 ans, il est ravi de se remettre au fourneau. Ça fait combien de temps que vous n'aviez pas enfilé le tablier? Ah, ça fait un moment, hein? Oh, les salauds. Non mais oh, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, hein? Il est là pour superviser la réalisation de l'un de ses plats fétiches, qui a fait la réputation de son restaurant, le boudin noir. Alors, quand j'étais gamin, j'allais chez mon charcutier en face du collège, là. On s'était pris d'amitié. Et donc, il faisait un boudin magnifique. Et il a eu la gentillesse de me donner la recette, quoi. Et depuis 40 ans, je fais ce boudin. C'est la première fois qu'ils cuisinent tous les 3. C'est sa recette de boudin, c'est mon père qui a fait les pesées, c'est Amerigo qui mixe, donc il y a vraiment une complicité entre les 3. Certains des clients du soir viendront spécialement pour déguster le boudin noir signé Laurin. Côté salle, Marine doit familiariser ses employés thaïlandais à cette recette bien de chez nous. Et pour ça, elle a convoqué Bouddha en personne. Ça s'appelle le boudin. Répétez après moi. Boudin. C'est comme Bouddha. Boudin. Quand je fais mes meetings, j'essaie toujours de tourner ça un peu à la rigolade. Parce que si je dis un truc qui les fait rire, ils vont s'en rappeler. Donc j'essaie toujours de jouer un peu sur les mots, ou voilà. Donc là j'ai dit Bouddha, ok, ils vont se rappeler boudin, Bouddha. C'est des trucs un peu mémotechniques, mais avec moi ça a toujours marché, et donc j'essaie de leur faire la même chose. Après le boudin, le rouget à la provençale. Les employés doivent assimiler des années d'histoire gastronomique en quelques minutes. Le défi ne semble pas les impressionner. C'est amusant ou c'est stressant? Non, pas de stress, c'est marrant. Non, non, on est une super équipe. J'ai même l'impression de devenir un vrai Français. Le dîner commence dans quelques heures. La grand-mère de Marine est elle aussi une figure de la gastronomie. Elle a été la première femme sommelière en France. Et elle se remet au travail à l'accueil avec beaucoup d'émotion. Je regarde Marine travailler et puis un peu dans ma tête, je me renvoie à mes débuts, quoi. Ça me rappelle ma jeunesse. On a quitté une petite gamine, puis on retrouve une jeune femme, quoi. Elle est en pleine possession de ses moyens, elle dirige ça comme il faut, comme de main de maître, quoi. Elle voit tout. Ça, elle tient de son grand-père pour ça, encore plus que de moi. Parce que c'est ce que j'ai dit. Lui, quand il y avait un truc qui n'allait pas, hop, il le voyait, c'était sûr. We have 2 menus, 2 amuse-bouches can go. Ce soir, le menu est à environ 300 €. Malgré ce prix élevé, le restaurant affiche complet pour la première fois depuis son ouverture. Un foie gras et un rouget. Followed by 2 caviar, followed by 2 foie gras terrine, followed by 2 red mallet, 2 sea urchin, 2 scallop, 2 lamb. Then we will finish with meat fry. Le sans faute est obligatoire. C'est pas forcément du stress, c'est de la concentration. Oui. C'est faire attention à ce qu'on fait et puis commencer à anticiper un petit peu tout ce qu'on a pu voir avant, être sûr qu'il soit bien prêt.
One red mullet, table 17. Mais au moment du service, la tension monte en cuisine. Tiens, donnez un coup de main à finir les 8 rougets, là, parce qu'il y a les 14 caviars qui attendent. Là. Ils en repartent. On a quoi, 4 agneaux? 4 et 1, rapidement, très rapidement, c'est long. Allez, 14 en urgence. Vous voulez quoi? Oui, mais quand ils viennent à 5 au plat, vous les enlevez pas, ok? Donc toi, tu sors en salle, on est en train d'envoyer, ok? Ok. Le but est qu'en salle, les clients passent le meilleur moment possible. C'est un des meilleurs restaurants de Bangkok. Quand on parle des desserts, je n'ai qu'une chose à dire. Oh mon Dieu! C'est vraiment meilleur quand il est là. C'est incroyable. À la fin du dîner, les deux chefs sont accueillis comme des stars par la clientèle thaïlandaise. Thank you. Thank you. Vous connaissiez Jean-Michel Laurin? Bien sûr. Il est reconnu mondialement, particulièrement à Bangkok, qui est la ville de la gastronomie. Le restaurant a enregistré ce soir-là sa meilleure recette depuis l'ouverture, 25 000 €. Un succès que le clan Laurin aimerait voir se répéter plus souvent. Et donc l'objectif pour l'année à venir, c'est quoi? C'est nous qui fixons ou c'est qui décide? Arriver à avoir une régularité, avoir des clients un peu tous les jours régulièrement, c'est-à-dire que pas avoir des moments où on passe un peu à travers et des soirées où il n'y a rien, quoi. Donc là, ça va être vraiment un travail. Il va falloir continuer à bosser pour faire encore mieux connaître le restaurant et puis que le bouche à oreille fonctionne. Marine et Amerigo ont encore 1 an pour atteindre cet objectif. Chez les Laurin, on espère secrètement qu'ils prendront un jour la succession du restaurant familial en Bourgogne. À Phuket, nous retrouvons les jeunes venus passer quelques jours de vacances au bord de la mer. Cette fois, Kamel veut louer un 2 roues. Eh mon ami, où il y a un T-Max? Tu veux un T-Max? Oui, T-Max. Pour la journée? Oui, un jour, juste un jour. On vient, on prend un T-Max, je sais pas pourquoi, c'est T-Max. C'est une grosse moto et on aime bien, c'est un scooter, c'est facile à manier. Mais celui-là c'est l'ancien modèle, il nous faut le nouveau. Nous. Pourquoi? Parce qu'on est des frimeurs. Vous avez le permis moto? Non, j'ai pas de permis moto. On conduit sans permis ici. Pas de police, rien du tout. En vacances. Le T-Max est un scooter très puissant qui vaut 10 000 € à l'achat en France. Il y a beaucoup de Français qui veulent des T-Max? Oui, beaucoup de gens. Beaucoup de gens de ton pays, des Français. Les Français sont bons clients? Parfois, ils roulent vraiment trop vite. Mais bon, ils veulent s'éclater avec leur T-Max. À cette période de l'année, beaucoup de Français me louent des motos. Kamel, c'est quoi ce casque? Quel casque tu as? Ouais. C'est mon casque que j'ai ramené de France, parce que regardez. Regarde à quoi il ressemble leur casque. Tu crois qu'on va mettre ça sur notre tête ou quoi? Impossible. On dirait un bol. C'est bon pour prendre ses Kellogg's, c'est tout. La location coûte 30 € par jour, le prix de la frime à Phuket. Direction le sud de la ville, dans ce quartier baptisé les 4000, en référence à une cité de la Courneuve. C'est ici que la plupart des jeunes Français sont installés pour les vacances. Kamel vient retrouver ses copains de Nanterre qui ont loué un appartement. Ah, je descendais les gars. On monte? Ouais. Ah, c'est quoi le code? Ouais, c'est comme à Paris. Hein. Je me rêve vieux quoi. Tranquille. Tranquille. Grâce à de petits boulots en France, ils ont pu louer ce loft, tout confort et climatisé. Là, on a un grand lit, il y a le salon avec des fauteuils, la télé. On la regarde pas trop la télé. Après, il y a une chambre là-bas, et avec un lit pareil. C'est un 150 mètres carrés. Il a 75 € la nuit. Comme on est 3, on divise par 3, ça fait 25 € chacun. Donc voilà, c'est pas très cher. Aujourd'hui, Kamel et ses amis ne vont pas à la plage.
Au programme, une activité qu'ils ne peuvent pratiquer qu'en Thaïlande. Tirer avec des armes à feu de gros calibre. C'est combien pour le fusil à pompe? Mohamed, fusil à pompe. Moi, je pense que je vais prendre le petit, là. Je vais jouer au policier. Moi, je vais prendre celui-là. C'est quoi ça? Je sais même pas ce que c'est. 9 mm, 44 Magnum et même fusil à pompe, cela coûte environ 20 € les 10 cartouches. Un loisir particulier, très en vogue en Thaïlande. Tu vois les photos? C'est Gecko, rappeur français. Gradure, rappeur français. Il n'y a que des Français qui viennent ici. Aïe, aïe, aïe. Dédicace à l'enterre. Vous avez déjà tiré avec ce genre d'arme? Non, jamais le fusil à pompe. Jamais. Que les petits. Vidéo? Gros, ça va. Ça fait mal à l'épaule un peu. C'est un truc, hein. C'est quoi le plaisir en fait? On tire pas tous les jours avec ça, tu vois. Et en France, il faut des permis d'armes, il faut des trucs. Ici, il n'y a pas besoin. Ta monnaie, c'est ton permis. Donc, il n'y a pas besoin. En France, il faut obligatoirement faire partie d'un club de tir pour pouvoir utiliser ce type d'arme. Moi, je lui ai allumé la tête, tout le visage. Moi, ça se voit que je suis un tireur, tu vois, ça se voit que je suis un tireur. Là, s'il est mort, là, le cœur ici, c'est le cœur, ça. Et lui, moi, j'ai dit que non. Il a tué personne avec son fusil à pompe. Tu vois, cette expérience, c'est pas pour moi. Tu vois. Ça m'a appris que c'est pas pour moi, la tirer, tu vois. Mais le must du passage au stand de tir, c'est la séance photo. Vous avez pas peur de faire peur à tout le monde avec cette photo? Ah non, c'est pour déconner, ils savent très bien. On n'est pas méchants, S'amuser. C'est pas un truc clandestin, c'est officiel, c'est bien encadré, c'est dans un stand de tir, il y a des autorisations, il y a des consignes partout. T'inquiète pas, on n'est pas ici pour faire n'importe quoi non plus, tu vois. À tous les Parisiens, vous avez pas de chance. On est bien là. Vive l'Algérie. Ok. Pour ces jeunes, la Thaïlande, c'est la liberté. Particulièrement lorsque le soleil tropical cède la place aux néons qui scintillent la nuit tombée. Sur Bengla Road, la rue de la fête, des milliers de touristes emplissent les bars à filles et font la fête jusqu'au bout de la nuit. Kamel, ce soir, sort en jeep. Welcome to Phuket! Oh, wesh les mecs! Wesh. Il s'est fait de nouveaux amis venus de la banlieue de Lille. Est-ce que tu penses qu'en France on pourrait faire ça? Aux Champs-Élysées, tu vas tourner en jeep, les gens vont te prendre pour un frimeur, tu vois quoi? Pour un mec qui est décalé, qui est même pas dans le délire. Alors qu'ici c'est normal, tout est extravagant. Regarde, wouh! Vas-y, fais le tour, regarde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me regarde, franchement? Il y a personne? Ah! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me regarde? Non. Je peux même crier 9 de I, je peux crier ce que je veux. Personne ne va me prendre pour un Lascar ou quelque chose comme ça. C'est le top ici. Pour commencer la soirée, Kamel et ses copains ont rendez-vous dans le quartier des 4000 dans un restaurant halal, le French Touch. Ils sont une dizaine de jeunes et se sont rencontrés durant leur séjour. Tous viennent des banlieues des grandes îles françaises. C'est bien parce que on vient du même quartier, on vient de la banlieue. On est solidaires. Ouais, je pense que c'est surtout parce qu'on a vécu les mêmes choses, c'est surtout pour ça. Donc quand on se croise, ça va vite. On parle des mêmes choses, on a les mêmes sortes d'intérêts, donc la connexion, elle est très rapide. C'est de la fibre optique, tu vois quoi. Le patron du restaurant s'appelle Tunam. Il est lui aussi originaire de Nanterre et s'est installé en Thaïlande il y a 5 ans. Sa clientèle se compose presque exclusivement de jeunes des cités. Ils ressentent toujours le besoin de se retrouver entre Français, manger français,
rester avec des Français. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'ici, ils arrivent à se réunir de plusieurs quartiers, d'endroits différents, de pays différents. Des fois, ça peut créer une tension. Mais ici, en fait, elle n'existe pas. Tout le monde est en Thaïlande, tout le monde est en vacances, tout le monde est là pour s'amuser. Le menu est une copie conforme des snacks des quartiers français. En fait, vous avez toutes les grosses escalopes à la façon italienne un peu, mais les Français raffolent de ça. Et les plats thaïlandais, ça reste une minorité de Français qui mangent ça, quoi. C'est-à-dire sur un groupe de 10, il y en aura peut-être un qui va manger thaïlandais, les 9 autres vont demander français. C'est vrai, vous mangez pas thaïlandais? C'est dur, c'est dur. Pourquoi? Mon ventre n'est pas habitué. Mon ventre est habitué aux grosses pâtes, grosses frites, gros burgers, comme d'habitude. Ici, Tunam, c'est aussi un peu le grand frère. Certains, en vacances dans les 4000, peuvent parfois être un peu turbulents. C'est comme ça que ça se passe en Thaïlande. Ces rodéos sur le parking ont le don d'agacer le patron. Il suffit de quelques jeunes pour nuire à la réputation de son établissement. Bon, des fois, c'est pas facile. Bon, comme ils sont en vacances, c'est normal, ils veulent s'amuser, mais des fois, c'est pas facile de les raisonner avec des scooters ou autres, où ils font un peu n'importe quoi. Et c'est quoi les... Et dis-lui, je l'aide même pas s'il se fait péter. Pour une roue arrière en pleine rue, les jeunes risquent jusqu'à 1 000 € d'amende. En pleine saison, les arrestations sont fréquentes. En ville, de nombreux établissements ont flairé le bon filon avec cette clientèle française. Certaines discothèques leur sont même réservées, comme le Séduction, l'une des plus réputées. Romain habite en Thaïlande depuis 5 ans. Il est DJ et aussi directeur artistique de ce club. Ça va? Cool. Bon, alors on en est où sur les réservations là? Pour attirer les jeunes des cités, il invite régulièrement leurs artistes préférés dans sa discothèque. Booba, La Crime, Gradure, Cut Killer, enfin tous les artistes français du moment en fait, c'est ici qu'on les fait. Ce soir-là, au programme, Seth Gecko, un rappeur originaire du Val d'Oise. Il vit en Thaïlande et y a même tourné plusieurs clips, comme celui-ci, issu de son dernier album. C'est un ami de Romain, et dans ce pays, Seth Gecko est comme un poisson dans l'eau. On a délocalisé la France en Thaïlande. Il y a tout pour les Français. Tout pour qu'ils soient à l'aise. C'est quoi par exemple? C'est-à-dire les restaurants halal, les chichas, les rappeurs, tous les rappeurs, tout le microcosme du rap français est venu se mettre à Phuket. Il y a un créneau ici à saisir. C'est Planète Rap chaque année à Phuket. Avec ce concert, Romain espère faire salle comble. Ici, on vient pour voir les rappeurs, mais aussi pour être vu, quitte à flamber un peu. Voilà, là, t'as l'échelle du jury. Donc ça, c'est la première, plus spécialité de France. Ouais. Donc là, le premier prix. Ce Mathusalem de vodka coûte 1 300 €. On en vend pas mal parce que c'est moins cher qu'en France aussi. En moyenne, les boissons coûtent 3 fois moins cher qu'en France. Et l'entrée de la discothèque est gratuite. En plus, on peut rentrer en tongs. On leur ouvre les portes. Donc c'est ce qui fait aussi qu'au final, ils se retrouvent dans une bonne ambiance parce qu'ils ne sont pas stigmatisés, on ne leur met pas de barrière. Donc ils sont là pour s'amuser, ils sont contents, ils sont dans une bonne ambiance et on n'a pas de problème. Pas de nana obligatoire? Pas de nana obligatoire. Ils vont les trouver à l'intérieur. À l'intérieur, nous retrouvons les jeunes rencontrés au restaurant français. La classe, c'est d'avoir une table située près de la scène. Mais pour cela, il faut passer à la caisse. Viens, on pose deux bouteilles. Deux absolues.
C'est obligé la bouteille? Non, c'est juste pour frimer, c'est pour ça qu'il veut prendre une bouteille. C'est une manière d'aborder les filles. Voilà, c'est un beau côté festif de la Thaïlande. Ils ont payé 30 € chacun pour 2 bouteilles de vodka. Certains, musulmans pratiquants, n'en boiront même pas. Est-ce qu'il y en a qui sont venus voir cette gecko ce soir? Je répète, est-ce que vous êtes venus pour cette gecko ce soir? Les Parisiens, ils sont là ou pas? Les Lyonnais, ils sont là ou pas? On s'en fout, ce soir on est venu représenter la France en Thaïlande. Faites un maximum de bruit! Allez où la banlieue parisienne là? Faites du bruit un petit peu! Vous en voulez encore ou pas, mes couillards? Cette gecko est connue pour son sens de la formule. Dans la salle, le public, 100% français, les connaît par cœur. Pour les copains de Nanterre, entre musique et nouvelles rencontres, la soirée ne fait que commencer. Dans les cités, on appelle la Thaïlande le petit pèlerinage. De retour en France, ils pourront raconter aux plus jeunes ce pays où tout est permis. En Thaïlande, la nuit, les rencontres sont faciles. Un business tarifé et illégal dans lequel certains Français se sont lancés. Cela se passe dans ces bars. Il y en a dans chaque ville touristique thaïlandaise. Le Papaïta est tenu par David, un Français. Il l'a acheté il y a 1 an à peine et les affaires marchent plutôt bien. Ben voilà des clients qui arrivent. Et il passe une bonne soirée avec elle, si elle est gentille avec lui, si elle s'occupe bien de lui, il peut très vite tomber amoureux et très vite dépenser beaucoup d'argent. Ça va, Dika? Yes? Dans son bar, une dizaine de filles travaillent en permanence. Leur rôle est de faire boire les clients, et plus, si affinité. La plupart d'entre elles viennent des provinces pauvres du nord-est du pays, comme Poupée. Elle a 2 enfants et travaille ici depuis 6 mois. J'ai essayé de travailler dans des cafés ou dans des supermarchés, mais ça ne payait pas assez. Combien vous gagnez chaque mois? 50 000 bahts. 50 000 bahts, c'est 1 300 € par mois. 5 fois plus qu'un salaire de vendeuse dans un magasin. Poupée gagne 2,50 € sur chaque verre que les clients lui offrent. Mais surtout, sur les sommes qu'elle négocie pour les suivre à l'hôtel. Je n'aime pas vraiment mon métier, mais tout le monde a besoin d'argent pour vivre. Votre famille sait ce que vous faites? Non, je ne leur dis pas. Je leur dis que je travaille au supermarché. Combien tu envoies à tes enfants chaque mois? À peu près 130 € par mois. Comment ça se passe? Comment je fais? Je dis juste bonjour, bienvenue. C'est comme de la pêche. Au bout d'1 heure, le poisson mord à l'hameçon. Un homme lui propose de le suivre. Un client est tombé amoureux. David ne sait rien du prix qu'elle a négocié. Mais pour avoir le droit d'emmener Poupée, il a dû payer à David un forfait de 300 bahts, soit 8 €. Il y a 200 bahts pour le bar et 100 bahts pour la fille. Ce qui compense le moment qu'a gagné, c'est les boissons que la fille aurait pu consommer. En Thaïlande, la prostitution est illégale, mais la police ferme les yeux. En France, un métier comme celui-là serait interdit, vous irez en prison, vous serez considéré comme proxénète. Ben, honnêtement, je ne me considère pas comme proxénète parce que en fait, les nanas, elles viennent travailler chez moi, je leur demande rien, quoi. Je veux dire, je leur oblige à rien, elles font ce qu'elles veulent, quoi. Si elles veulent partir avec quelqu'un, elles partent avec le client, si elles ne veulent pas partir, elles ne partent pas. Je les oblige absolument à rien, quoi. C'est sûr qu'un établissement comme ça en France, c'est fermé en 5 minutes, quoi. En France, David risquerait jusqu'à 7 ans de prison pour proxénétisme.
D'ailleurs, il a déjà eu des démêlés avec la justice. Patron d'une petite entreprise, entre les taxes et les impôts, il devait 150 000 € au fisc. C'est pour cela qu'il a tout quitté pour la Thaïlande. J'avais le choix. J'avais 45 ans, je me suis dit, voilà, tu vends tout, tu payes tout, tu repars à zéro. Il n'y a que 45 ans, je travaillais pendant 25 ans pour me retrouver à poil, quoi, sans rien, sans économie, sans rien. La seconde solution, ben, je prends mon pognon, je me suis organisé, hein. Et puis je me casse, quoi. Depuis, David coule des jours tranquilles avec sa petite amie. Dans son cas, aucune coopération judiciaire n'existe entre la France et la Thaïlande. Il est 14 h et David arrive au travail. Ici, les filles s'occupent même du ménage, moyennant 2,50 € supplémentaires par jour. Tous les matins, les jeunes femmes ont un rituel. Pour Bouddha et le bas. Elles font leur offrande à Bouddha avant l'ouverture. Voilà, ouais. Il y a un verre d'eau, de grenadine, jus d'orange et whisky. Bouddha boit aussi du whisky. Tous les jours, il a droit à son petit verre, lui aussi. On veut qu'il y ait beaucoup de clients dans le bar, vous savez. Mais vous pouvez regarder, c'est pareil dans tous les bars. En Thaïlande, plus des 2/3 des hommes voyageant seuls pratiquent en fait un tourisme sexuel. Et certains, comme ces 2 Norvégiens, passent leur journée de vacances dans le bar de David, avec l'illusion d'être avec leurs petites amies. Qu'est-ce que vous attendez d'un bar quand vous venez en Thaïlande? De la bière et des jolies filles. Vous pouvez tomber amoureux ici? Oui, je peux. Ah oui, je peux. Demandez-lui. Chaque semaine, David reçoit plusieurs demandes de jeunes filles qui veulent venir travailler dans son bar. C'est mon ancienne caissière qui me demande d'aider une amie à elle qui n'a pas d'argent. Me demande si je peux la prendre à travailler dans le bar. Je dis ok, pas de problème, elle m'a envoyé la photo, elle est très jolie, pas de problème, quoi. En Thaïlande, les milliers de bars, salons de massage et discothèques emploient plus de 300 000 jeunes femmes. Une réalité économique qui détonne dans la carte postale. Loin de ces turpitudes, dans le village de Bang Sapan, nous retrouvons Antoine et Victor. Dans leur sport, rester le meilleur est difficile. En décembre dernier, tous deux ont perdu un combat important. Un signal. Plus que jamais, il leur faut penser à leur avenir. Et c'est en plein cœur de Bangkok qu'il se joue. Dans cette salle de gym de luxe qu'ils ont ouvert quelques jours plus tôt. Bon voilà, c'est notre gym. On a un ring ici pour les personnes qui veulent faire du sparring, du corps à corps et tout. Là, on a un grand espace pour tout ce qui est fitness, entraînement. Victor et Antoine veulent s'appuyer sur leur popularité auprès des femmes pour s'attirer un maximum de clientes. C'est justement ça qu'on veut amener, c'est pour ça qu'on ne fait pas un camp de boxe professionnel, pour qu'un grand public, un public plus élargi, dont les filles qui puissent comprendre que c'est pas un sport où on a besoin d'avoir peur, on peut en faire juste pour s'entretenir, juste pour apprendre la boxe, apprendre à se défendre, sans avoir à se taper et à rentrer à la maison avec des bleus partout. Cette jeune femme est l'une de leurs premières clientes. Ils sont vraiment forts. Alors j'avais envie d'essayer pour voir si je pouvais progresser. Forcément, quand tu sais que ça y est, tu vas arrêter ta carrière, forcément tu te dis après qu'est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais m'en sortir, voilà, vu qu'on a fait ça toute notre vie. Mais c'est pour ça qu'on prépare ça avant d'arrêter, parce qu'on n'a pas encore complètement arrêté. C'est une nouvelle vie, parce que là on change de quelque part de business, d'activité tous les jours, et voilà, c'est super pour nous. On va dire c'est pas une nouvelle vie, on va dire c'est un prolongement d'expérience, on va dire. Des nouveaux challenges.
Ils ont investi 250 000 € dans cette salle. Leur gain sur 2 ans de carrière. Pour qu'elle soit rentable, il va leur falloir trouver des clients. Beaucoup de clients. Mais ça ne leur fait pas peur. Aujourd'hui, on va tourner une émission, je crois que c'est de cuisine, un truc comme ça, mais en gros, c'est pour faire la promotion de notre gym qu'on vient d'ouvrir, etc. Donc c'est continuer à faire des émissions de télé tout en promotionnant notre nouveau business, quoi. L'émission est un peu loufoque et les 2 animateurs adorent faire les clowns. Dans cet exercice, Antoine ne semble pas vraiment à l'aise, mais il fait bonne figure. Notre club est situé dans le centre-ville de Bangkok. C'est un club de boxe thaï et de fitness. Vous avez un numéro de téléphone? On va l'incruster en bas de l'écran. Entre émissions de télé et salon du fitness, les 2 jeunes frères sont en train de changer de vie. Les 2 boxeurs sont en train de devenir des chefs d'entreprise. À la place de parler d'un combat, eh ben, c'est un autre combat, c'est le combat du business, c'est le combat de... Et voilà, et puis pour nous, c'est bien, vu que c'est quelque chose que... C'est notre business à nous. Là, c'est un nouveau milieu, c'est une nouvelle clientèle, donc il faut s'adapter. On donne notre maximum et on espère que ça va marcher. Et pour cela, ils vont avoir besoin de tous leurs admirateurs. À Hua Hin, le Deauville thaïlandais, nous retrouvons Richard et Brigitte, les 2 jeunes retraités lyonnais. On attend les amis. Donc on sort les bains de soleil, s'il y en a qui veulent s'asseoir, ou s'allonger plutôt. Tu fais attention de ne pas tomber dans l'eau? Cela fait maintenant 1 mois qu'ils ont posé leurs valises. Ils terminent l'aménagement de leur villa. Bibelots, livres, ils ont ramené un petit morceau de leur France. Voilà donc la chambre. D'amis. Une des chambres d'amis. Une chambre qu'on a ramenée de France, par conteneur. Par conteneur, avec nos affaires. Tout ça, c'était en France. Voilà. À part hormis les rideaux. Leur chambre, en revanche, ils l'ont décorée avec des trouvailles locales. Couleur taille. Le violet, c'est une couleur d'ici. Le tableau, c'est fait à la main. Le matin, on se réveille, directement vue sur la piscine. C'est vraiment la maison qu'on avait envisagée, la maison de nos rêves. Richard a aussi reçu son kit de survie à l'étranger. On n'a pas pu en emmener beaucoup, mais quelques bonnes bouteilles de Bourgogne, 2 bouteilles de Bordeaux, un petit peu de foie gras, quelques truffes. Mais pour Brigitte, vivre loin de ses enfants est difficile. Tu m'entends? Ouais, toi, Alors, elle les appelle 4 fois par jour. Non, même pas, il fait froid. Bah dis donc, il a l'air de faire froid, ma chérie. Ouais, ça va, ça va, ça va. On s'occupe, on range. T'as mangé? Non, mais t'as vu l'heure? Il est 11h, il est 10h30 chez nous. Ah oui, pardon. C'est pas trop dur, la vie sans maman? Ah si, elle me manque beaucoup, hein. J'ai hâte de venir la voir, quand même. Poupée d'amour. Bon, ma maman, de toute façon, là, je suis au boulot, donc on se rappelle. Il y en a qui bossent encore dans ce dur France. Faut bien payer ma retraite. Allez, bisous. Bisous, mon bébé, je t'aime. Ouais, moi aussi. Allez, bisous, Richard. Bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous. Très bien. Ça vous fait un petit pincement au cœur de la voir comme ça, malgré tout ou... Oui, bah oui, un petit peu. Quand elle dit qu'elle a de la peine, ça me fait de la peine. Mais non, ça va, là, ça va. Non. Parce que je l'ai régulièrement, donc c'est pas comme si je l'avais dit. Richard, lui, s'est très bien adapté à sa nouvelle vie. Le couple s'est déjà fait une bande de copains, des retraités arrivés avant eux. Bah, ça fait 1 mois qu'il travaille d'arrache-pied. J'ai trouvé que t'as mis Ouais, j'ai perdu 3 kilos. Mais moi, je vais te dire une chose, là. On a rajeuni. Ouais. On rajeunit ici. On se sent en revivre, quoi. Ouais. On se sent en revivre, on est sorti complètement du train-train quotidien. Là, on n'a plus de train-train, on n'a plus d'obligations. Écoute, maintenant, il faut se faire plaisir à soi-même avant de faire plaisir aux autres. C'est trop dur d'être loin du pays en permanence, comme ça? Ah non. Ça,
sort du cœur. Hein. Ça fait une année que j'ai pas mis de pantalon. Je mets des shorts par contre. Une année que j'ai pas mis de chaussures. Ah ouais, ça fait 8 mois qu'on est là, la piscine est toujours entre 30 et 28 degrés. Puis là on rentre de vacances, là. On est allé aux Philippines. Ah oui, un mois de vacances. Non seulement on est à la retraite, mais on va en vacances aussi. Ça va être la toffe tout le temps. Nous arrivons. À tous. Merci. À tous. Bienvenue au pays du sourire. Et ils sont de plus en plus nombreux à se laisser tenter par cette retraite dorée. Près de la moitié des Français en Thaïlande ont plus de 50 ans.